300 ans avant l'émergence de Rome, le monde est dominé par les grands empires asiatiques. L'Europe n'est qu'une province gouvernée par des tribus primitives. Mais cet ordre mondial est sur le point de se redéfinir radicalement. Une nouvelle puissance, la Perse, a assujetti les grandes civilisations du Moyen-Orient pour s'imposer comme la première superpuissance mondiale. L'empire du roi des rois s'étend des bouches de l'Indus aux portes de l'Europe. Mais en périphérie des frontières du premier empire mondial, une petite enclave territoriale commence à se distinguer. Coincée entre l'Orient et l'Occident, c'est un ensemble de vallées, de plaines et d'îles montagneuses gouvernées par des centaines de cités rivales. Parmi l'une d'elles se trouve Athènes. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Athènes s'étend au pied de l'acropole, une forteresse naturelle de calcaire, couronnée de structures de pierre, où les habitants viennent faire des sacrifices à leurs dieux. À l'ombre du plateau rocheux bat le cœur de la cité, l'agora, où les Athéniens viennent acheter, vendre, parler et débattre. C'est l'épicentre de la vie athénienne, l'un des endroits les plus bruyants du monde grec. Elle est bordée de grands édifices et de petits sanctuaires. Les archéologues fouillent le site depuis le début des années 1930 et ont rempli des salles entières d'artefacts témoignant des 5000 ans de la vie athénienne. John Camp me fait visiter les lieux. Combien d'objets sont entreposés ici? 250 000 artefacts catalogués. Nous avons beaucoup de céramiques qui nous permettent de dater le tout. Les vestiges mis au jour nous montrent que l'Athènes de l'âge d'or a des fondations préhistoriques. Avant d'être le cœur de la vie civique, c'était un cimetière. Nous avons trouvé un grand nombre de sépultures, plusieurs centaines datant de l'âge de fer et de l'âge de bronze. Ces dépouilles ont été enterrées bien avant que cela ne devienne le centre de la ville. À quand cela remonte-t-il? Entre 1000 et 1500 ans avant notre ère. Nous avons tendance à oublier que nous marchons continuellement sur les fantômes du passé. Effectivement. Au 8e siècle avant notre ère, les États grecs émergent des siècles obscurs et se développent rapidement. Les navires grecs sillonnent toute la Méditerranée pour commercer avec la Palestine, l'Afrique, l'Italie et la mer Noire. Ce sont des sociétés guerrières. Mais les Grecs ne recherchent pas l'héroïsme individuel. Ils opposent un front uni et combattent en rang serré. Les hoplites se protègent les uns les autres avec leurs boucliers. Dans tout le monde grec, les dictateurs militaires populistes, les tyrans, soutenus par des armées de citoyens, prennent le pouvoir des mains des élites traditionnelles. L'ironie du sort fait qu'à Athènes, la voie de la démocratie est pavée par la tyrannie. Le mot Tyrannos est d'origine lydienne et désignait initialement un dirigeant, un maître, et n'avait pas nécessairement une connotation péjorative. Mais au fil du temps, les tyrans grecs ont fini par se tailler une réputation digne du mot tyran, tel que nous le comprenons aujourd'hui. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, le mot tyran est devenu synonyme d'abus de pouvoir. À la fin du 6e siècle, Athènes se rebelle contre le régime vindicatif des tyrans. Ces derniers sont démis de leurs fonctions par un groupe d'aristocrates qui se mettent aussitôt à se disputer le pouvoir. C'est de ce conflit que naissent les prémices de la démocratie. D'un côté, il y a Isagoras, qui a le soutien de Sparte, la cité rivale d'Athènes, et de l'autre, Clisthène, qui doit trouver une stratégie pour contrer la supériorité militaire de ses adversaires. Clisthène élabore un plan révolutionnaire. Il fait appel au peuple, à la populace, oi polloi, comme disent les Grecs. L'historien Hérodote nous rapporte comment Clisthène accueille les petites gens dans sa faction. Les membres de l'élite ne considéraient pas les gens du peuple comme des individus, mais comme une entité indistincte. La démocratie, c'est le déferlement de la masse, de la populace. C'est le pouvoir des pauvres sur les riches.
L'espoir gagne toutes les rues d'Athènes. Le peuple a goûté au pouvoir. Si ce dernier est facile à distribuer, il est pratiquement impossible à arracher. Quand les aristocrates essaient d'imposer leur autorité, le peuple se révolte et prend l'acropole d'assaut. Il renverse les dirigeants et sans le savoir, ni même le vouloir, il fait naître la démocratie. Ce qui n'était à l'origine qu'une stratégie pour placer un homme au pouvoir va devenir au cours des 50 années qui suivent un tout nouveau système de gouvernement. Personne ne le sait alors, mais ce qui vient d'être inventé, c'est la première démocratie directe. Au temps de Clisthène, le concept n'existait même pas. Le mot démocratie vient de démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Très vite, le concept s'enracine dans la vie politique. Il suffit de 2 générations pour que le mot démocratie soit connu de tous et pour que la cité la vénère comme une déesse. La démocratie est une fabuleuse surprise. Ils ne se sont pas contentés de remplacer un groupe de dirigeants par un autre, comme cela s'est passé pendant des millénaires en Orient. Ils se sont dit, essayons quelque chose d'inédit, gouvernons nous-mêmes. Dans un monde aux mains des rois et des cliques, les Athéniens se lancent, presque par accident, dans l'incroyable aventure d'un gouvernement direct par le peuple. En 483 avant Jésus-Christ, les citoyens ont une lourde décision à prendre. Que faire de l'afflux d'argent des mines du Laurion? Il n'y a rien de tel qu'une discussion sur la façon de disposer d'une immense fortune pour exciter toutes les imaginations. C'est alors qu'un homme prend la parole. Il s'appelle Thémistocle et il propose un projet à long terme. Thémistocle ne vient pas d'une vieille famille d'aristocrates athéniens. C'est un homme du peuple pour qui la démocratie ouvre des horizons nouveaux. Il est ambitieux, il a de l'enthousiasme et de la détermination à revendre. Pour lui, Athènes doit régner sur les mers. L'Empire perse est comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Les Perses ont déjà tenté d'envahir le territoire grec. Contre toute probabilité, les Athéniens avaient réussi à les repousser à la fameuse bataille de Marathon. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que le roi Xerxès ne revienne chercher vengeance. Cette fois-ci, Thémistocle veut qu'Athènes se batte en mer. Les Athéniens ont besoin d'une nouvelle flotte de guerre, pas d'une baisse d'impôts, plaide-t-il à l'Assemblée. Grâce au pouvoir de persuasion de Thémistocle et à la perspicacité de l'Assemblée, la stratégie est adoptée. Au cours des 3 années qui suivent, les Athéniens vont construire plus de 200 trières. C'est un changement radical dans l'art de guerre athénien. Les trières seront désormais le fer de lance de la démocratie. Le mot trière veut dire 3 rames. Les rameurs étaient en effet disposés sur 3 niveaux. Les trières étaient les navires de guerre les plus rapides et les plus redoutables jamais conçus. Les Athéniens devaient perfectionner la technologie maritime s'ils voulaient vaincre la plus grande force navale au monde, à savoir la flotte perse. Les trières sont à la fois légères et rapides. Un double gouvernail leur donne une grande maniabilité. Athènes était déjà une démocratie. Et ce n'est pas pour rien qu'elle a réussi à maîtriser cette forme de combat. Les Grecs associaient le mot techné, qui veut dire technologie, aux trières. La force d'Athènes, c'est d'avoir joué la carte de la technologie et de l'innovation. L'équipage d'une trière comme celle-ci comptait 170 rameurs, entassés dans la coque. Imaginez l'atmosphère qu'il devait régner, la promiscuité, la sueur. Ils ramaient, en ayant pratiquement le nez collé à la nuque de l'homme qui était devant eux. Cette proximité ne faisait que renforcer leur cohésion. Ils étaient le moteur du navire, ils étaient conscients d'être indispensables.
La Trière est d'une telle perfection qu'on peut la considérer comme le symbole d'Athènes et de la démocratie. Le développement de la force navale a énormément influencé la politique de la cité, et les Athéniens en étaient conscients. Nous savons que les classes aisées étaient hostiles au développement de la flotte, peut-être parce qu'ils en mesuraient exactement les conséquences. À partir du moment où la force navale athénienne repose sur les épaules des classes les plus pauvres, que la force militaire repose sur la flotte, on a un glissement des forces politiques. Athènes ne peut alors que s'ancrer dans une démocratie véritable.